À quel moment la philosophie devient-elle capable de considérer ces notions de masculin et de féminin, ainsi que celles d'hommes et de femmes, que ce soit au pluriel ou au singulier, dans ce que je nommerai un régime de vérité, c'est-à-dire une histoire de la vérité qui fait avec le dehors de la philosophie, ou encore une volonté du vrai et du faux qui se déroule à travers l'histoire, ou encore une vérité dont je dirais qu'elle n'est jamais subspecie aeternitatis. Donc, comment analyser le masculin et le féminin dans un régime de vérité, et non selon l'opinion, c'est-à-dire les stéréotypes de sexe ou de genre, comme les hommes ne pleurent pas, les femmes sont douces, etc., et on pourrait en trouver bien d'autres. On sait bien que l'opinion est un jugement dépourvu de certitude absolue et qui peut être profondément empreint de préjugés. C'est ce que les Grecs nommaient la doxa, et ils expliquaient que la doxa n'est pas du même registre de pensée et d'expression que la letheia, c'est-à-dire la vérité. Ma question est donc la suivante: quand et comment surgit de manière significative dans la pensée un ensemble de vérités construites, conséquentes sur les catégories du masculin et du féminin? Quand pouvons-nous établir une rupture épistémologique qui dit la vérité sur le sujet sexué? Je commencerai par un petit état des lieux du sujet sexué et la possibilité de ce passage de l'opinion à la vérité. On sait que pendant longtemps, les philosophes ont largement sous-estimé l'importance du sujet sexué. Quand je dis sujet sexué, je veux dire sujet de sexe ou de genre masculin ou féminin, homme ou femme. Ils ont aussi d'ailleurs sous-estimé l'importance du sujet sexuel, c'est-à-dire porteur d'une vie sexuelle, et n'ont fait que reproduire des propos d'opinion qui traduisaient une structuration non réfléchie de la société, mais bien réelle quant aux normes sociales, c'est-à-dire qu'ils ont reproduit ce qu'on pourrait nommer un masculin fort et un masculin faible. Quand je parle de masculin fort et de féminin faible, je pense bien évidemment aux travaux de Françoise Héritier dans Masculin, Féminin, et à ce moment où elle a identifié comme un invariant de toutes les sociétés qu'elle a nommé la valence différentielle des sexes. Cette valence différentielle des sexes qu'Héritier a thématisée à l'occasion de l'analyse des systèmes d'alliance familiale à la suite de Lévi-Strauss, est une manière d'analyser la distribution des rôles sexués à la fois dans les foyers et dans l'espace public. Ce que nous dit Héritier, c'est que l'organisation sociale place le masculin en son centre et répond à l'intérêt de ce qu'elle nomme une prévalence sociale des hommes. Et donc, on peut en arriver à écarter les filles de l'héritage, des droits ou de pratiques valorisées socialement. On pourrait dire que le féminin est sous le masculin, ce qui sous-tend une nécessité que les hommes prennent le contrôle du corps fécond des femmes, d'où d'ailleurs une limitation des libertés des femmes dans toutes les sociétés, et cela au nom d'une panique initiale, pourrait-on dire, à savoir celle, pour les hommes, de ne pas détenir
le pouvoir de la reproduction sexuée. D'où l'imitation, insécurisation, infériorisation des femmes. On peut dire que jusqu'au XXe siècle, pratiquement tous les philosophes les plus connus de la tradition se sont installés à l'intérieur de cette valence différentielle des sexes. D'Aristote, qui dans la physique définit un féminin passif et un masculin actif, qui comprend la différence entre la matière et la forme et le fait que la forme informe la matière, ou encore Kant, qui dans l'anthropologie du point de vue pragmatique décrit la femme à l'état de sauvagerie en faisant un animal domestique. L'homme marche en tête, écrit-il, les armes à la main, et la femme le suit, chargée d'ustensiles. La cuisine est le palais des femmes, pourrait-on dire, et son lieu également d'élection et de prédilection. On pourrait aussi convoquer Rousseau, l'auteur pourtant génial du contrat social et de l'origine de l'inégalité parmi les hommes, lequel, dans le livre 5 de l'Émile, évoque l'épouse idéale pour l'homme bien élevé que peut devenir Émile. Sophie, tel est son nom, doit être complémentaire, ce qui veut dire au service d'Émile, attentive, modeste, limitée dans son appétit de savoir, etc. Il ne s'agit pas, bien sûr, de jeter aux orties toutes ces grandes philosophies, mais de reconnaître qu'elles ne sont pas pertinentes sur la question du sujet sexué, tant elles reproduisent les préjugés de leur temps, c'est-à-dire les opinions sur les femmes, inférieures aux hommes, dépendantes par nature des hommes, trop corporelles à cause du corps de l'enfantement ou du corps du plaisir sexuel, passives. Ces textes sont un symptôme de la puissance du patriarcat, de ses préjugés et de son imagination, y compris chez ceux qui produisent des discours de vérité. On peut bien sûr évoquer Poulain de la Barre, Condorcet, Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill comme des philosophes qui ont dénoncé l'infériorisation des femmes et ont donc essayé de déployer un régime de vérité quant au sujet sexué. Ainsi, Poulain de la Barre, dans Deux l'égalité des deux sexes, en 1673, démontre que l'inégalité de traitement que subissent les femmes n'a pas de fondement naturel, mais procède d'un préjugé culturel. Et il en appelle à une égalité d'esprit entre les femmes et les hommes. Il préconise que les femmes reçoivent alors une véritable éducation au nom de cette égalité d'esprit. Condorcet, au moment de la Révolution française, réclame des droits politiques pour les femmes dans une république qui déclare faire de la liberté et de l'égalité des valeurs. Selon lui, le destin des femmes est socialement construit. Mary Wollstonecraft, écrivaine, philosophe et mère célibataire anglaise, défend elle aussi une éducation des femmes qui déconstruirait les normes sociales qui les enferment et qui commencerait par un changement, ne plus les considérer à travers l'excès émotionnel qui les renvoie à la nature. On ne peut bien sûr qu'évoquer également John Stuart Mill, qui publie au XIXe siècle un asservissement des femmes et incite à revoir la pertinence des notions de justice, de liberté, de droit à l'éducation, de travail et de suffrage. Précisons que Stuart Mill est marié à Harriet Taylor Mill, philosophe et féministe anglaise, qui écrit elle aussi et qui a été bien plus oubliée par l'histoire de la philosophie. Mais tous ces livres
toutes ces pensées novatrices en la matière n'installent pas encore un régime de vérité au sens donné par Foucault, c'est-à-dire un lieu où la vérité se forme, une volonté de savoir qui petit à petit s'impose malgré le scandale, malgré le dissensus, en d'autres termes, une force anonyme et collective qui s'établit contre les systèmes de domination, les blocs savoir-pouvoir, quelque chose comme un éclair suivi d'un coup de tonnerre et d'un orage qui dure et qui établit un autre temps. Pour identifier cette possibilité d'un autre temps, après l'orage, ou encore une rupture épistémologique ou un changement de paradigme, à mon sens, il faut attendre 1949 et la publication du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, dont les féministes ont retenu cette phrase clé: on ne naît pas femme, on le devient. La femme, attention, comme archétype et non comme nature, s'avère une construction sociale, plus encore une cage produite et reproduite par une société dominée par l'homme, cet archétype mâle qui façonne, selon Beauvoir, hiérarchiquement les rôles sexués, et cela de manière redoutablement efficace. Ce que Beauvoir établit, c'est à la fois la construction de l'oppression des femmes, et ceci de manière très concrète et très documentée, puis la possibilité d'une libération ou d'une émancipation. Dans le registre du concret et du documenté, on peut citer la manière dont elle décrit le personnage de la lesbienne, de la femme mariée, ou encore l'amoureuse, dont elle dit, concernant cette dernière, que c'est le summum des rêves des femmes, et que ce personnage de l'amoureuse, que l'on peut justement retrouver à travers la littérature, la psychologie, la psychanalyse, les manuels d'éducation, est à comprendre à partir de la façon dont on éduque les petites filles, les jeunes filles, les femmes à l'amour hétérosexuel, avec la figure vraiment centrale de l'amour romantique qui permet de concevoir le couple conjugal, la famille, comme modelé par une illusion, celle de cet amour inconditionnel fusionnel dont les femmes sont précisément les gardiennes. Simone de Beauvoir, de manière définitive, dans l'histoire du savoir, pose à la fois une caractérisation de ce sujet sexué qu'est la femme comme archétype social, à partir bien sûr d'une analyse précise des situations des femmes à travers les normes de genre, et elle établit aussi un régime de vérité que je vais tenter de détailler à travers quelques concepts. Tout d'abord, et donc ça c'est le deuxième moment, Beauvoir, ou comment imaginer un futur. Première chose, le point de départ de Simone de Beauvoir tient dans une impossibilité, celle du Mitsein ou encore de l'être avec les autres. Le concept est repris par Beauvoir à la philosophie de Heidegger, mais il vaut comme marque d'une interdépendance relationnelle des êtres humains, donc des hommes et des femmes, où le conflit et l'oppression, empêchent la réalisation de la liberté. Le deuxième sexe de Beauvoir ne cesse d'y revenir de manière obsessionnelle. Comment être avec les autres
alors même que la conscience a toujours une hostilité fondamentale à l'égard de toute autre conscience, selon le modèle posé par Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. Mais Beauvoir va plus loin. Il s'agit d'étendre cette philosophie au fait qu'être avec les autres est traversé par des agencements sexués qui structurent une oppression des femmes. Le dernier mot de l'introduction est à cet égard significatif. Nous pourrons comprendre à quelles difficultés les femmes se heurtent au moment où, essayant de s'évader de la sphère qui leur a été jusqu'à présent assignée, elles prétendent participer au Mitsein humain. Donc, ces femmes qui sont dominées par les hommes dans le cas d'une sexualité hétérosexuelle qui les constitue comme l'autre. Que doivent-elles faire pour nier cette qualité devenue négative par manque de détermination, et comment peuvent-elles faire pour aller contre cette impossibilité de devenir un sujet? Seuls les hommes sont des sujets. Impossibilité de devenir un sujet pour les femmes parce que précisément elles ne peuvent pas se viser comme transcendance. C'est la définition du sujet chez Beauvoir, c'est-à-dire elles ne peuvent pas se reconnaître comme étant des consciences qui investissent le monde en le néantisant, c'est-à-dire encore, elles ne peuvent pas se reconnaître comme des sujets qui se projettent dans l'existence. Et donc, à ce titre, eh bien, elles ne participent pas du Mitsein humain. Ce Mitsein humain posant l'idéal, il est largement normatif, il pose l'idéal d'un être ensemble auquel devraient participer les femmes et les hommes. Et précisément, les femmes sont soustraites au Mitsein par la domination des hommes. C'est donc le premier point, c'est-à-dire la question de la communauté humaine. Question de la communauté humaine qui fait que précisément Beauvoir peut définir un idéal qui serait celui d'une société féministe dans laquelle les femmes pourraient justement imposer leur liberté, ou plus exactement, mener une vie authentique, c'est-à-dire une existence de sujet qui est cependant impossible dans la société telle qu'elle va. Et donc, le livre de Beauvoir, c'est à la fois la description de l'oppression des femmes et de l'impossibilité de leur liberté, mais c'est aussi un projet normatif qui est celui du futur des femmes et du Mitsein qui pourrait justement exister. Et donc, à ce titre, ce qui est essentiel dans le deuxième sexe, c'est le dernier chapitre intitulé « La femme indépendante », dans lequel Beauvoir affirme la valeur du travail dans la conquête de l'indépendance par rapport à l'homme. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment chez Beauvoir l'idée que le travail, sous certaines conditions, est libérateur. Et donc, en particulier, il reviendrait au féminisme d'expliquer à quelles conditions le travail peut être libérateur. Alors même que Beauvoir analyse les aliénations au travail dans ce que l'on peut appeler le capitalisme. Mais pour Beauvoir, il s'agit de penser, ou de constituer plutôt, une nouvelle condition des femmes dans laquelle
l'indépendance économique représenterait simplement la moitié du chemin. Cependant, pour que l'indépendance des femmes puisse se réaliser complètement, il faudrait promouvoir une société de l'égalité qui serait représentée pour elles par la société qu'elle nomme socialiste, seule société capable de faire disparaître toutes les formes d'oppression, aussi bien celles liées au genre qu'à la classe, la religion ou la couleur de peau. Mais dans un entretien de 1978, Beauvoir se montre en même temps très lucide sur l'avènement du socialisme. Elle est beaucoup plus lucide que Sartre sur ce point. Et elle écrit « Le socialisme, c'est un rêve, il n'existe nulle part. » Le féminisme est alors défini comme une manière de vivre individuellement et de lutter collectivement au nom d'une finalité, l'égalité comme identité de situation entre les femmes et les hommes. La liberté, l'égalité sont ainsi définis comme les buts du féminisme tout au long de l'œuvre de Beauvoir. Donc sur l'établissement de ce régime de vérité, il y a un second point qui me semble essentiel dans le travail de Beauvoir et qu'on ne reprend pas très souvent, mais qu'aujourd'hui j'aimerais esquisser, c'est la dualité de la vie et de l'existence. On peut dire que Beauvoir essaie de définir un féminisme ordinaire, même si le terme de féminisme n'est pas dans lui-même en tant que tel dans le deuxième sexe. Et que ce projet féministe chez Beauvoir est fourni par l'interrogation sur la polarité qui a toujours été celle de la philosophie entre nature et culture. Et que Simone de Beauvoir va amplifier du côté d'une polarité entre la vie et l'existence. Elle souligne que la femme, mais aussi l'homme, d'une toute autre façon, est située dans le dilemme indépassable d'un double régime d'appartenance à la vie d'un côté et à l'existence d'un autre côté. Le pouvoir de transcendance de l'existence, parce que c'est ainsi que Beauvoir définit l'existence. L'existence, c'est la manière dont on projette des projets dans la vie. Le pouvoir de transcendance de l'existence trouve ses limites, on pourrait dire, mais aussi sa dramatique propre, dans l'immanence à la vie qui s'impose à toute existence. Ce drame est de façon excessive, nous dit Beauvoir, celui de la femme. Et pourquoi ? Eh bien parce que la biologie est l'autre nom du destin qui s'impose à toutes les femmes. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le chapitre biologie dans le deuxième sexe ouvre la partie destin qui elle-même ouvre le livre. Comment s'arracher à un destin et pourquoi ce destin se présente-t-il pour les femmes, contrairement aux hommes, comme un destin biologique ? Et Beauvoir décrit la manière dont, dans de nombreuses littératures, la femme est dépendante des cycles de la vie, comment elle porte ces cycles de vie dans son corps, qui est pour elle, en quelque sorte, une prison biologique. Menstruation, cycle ovarien, bouffée de chaleur à la ménopause, etc. Tous les âges de la vie sont des enfermements génériques dans la vie. Et donc, on peut présenter le féminisme de Beauvoir et ce qu'elle tente d'établir comme régime de vérité comme une lutte entre la vie et l'existence qui prend le sens d'une libération de l'existence à travers la question de l'émancipation des femmes à l'égard de la vie. Et c'est précisément cette libération que la femme doit mener.
Donc il y a une phrase particulièrement symptomatique chez Beauvoir, que je cite volontiers: l'homme recherche dans la femme l'autre comme nature. C'est-à-dire que l'homme comme archétype, eh bien, enferme la femme dans la nature, c'est-à-dire dans la vie, et lui empêche en quelque sorte l'accès à l'existence. Et vous aurez bien sûr compris que le point, on pourrait dire, essentiel de l'argument de Beauvoir, c'est la manière dont la femme est enfermée dans le concept de l'autre qui justement interdit d'une certaine manière aux femmes de devenir des sujets. Alors j'aimerais conclure par une dernière partie sur, en quelque sorte, l'après Beauvoir. Parce qu'il me semble vraiment qu'en philosophie, avec Beauvoir, on a bien l'établissement d'un régime de vérité en ce qui concerne le masculin et le féminin et les concepts d'homme et de femme, et on a bien l'établissement d'une définition philosophique complexe du sujet sexué. Mais j'aimerais finir par un point que je nommerai des modes de pensée de la philosophie aujourd'hui sur le sujet sexué. Il me semble tout d'abord qu'une philosophie du sujet sexué est toujours quelque part autobiographique, ou plutôt habitée, ou encore habitée, je le dirais comme ça, par le vécu documenté des sujets sexués en situation, à l'intérieur des rapports savoir-pouvoir dont ils essaient de s'émanciper. Alors bien sûr, quand je dis ça, je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas écrire sur les femmes. C'est pas ce que je dis, et vice-versa d'ailleurs. Mais je dis que l'on écrit toujours sur les femmes et sur les relations hommes-femmes sous certaines conditions. Et que ces conditions supposent précisément d'être documentées d'une manière précise sur les situations de savoir-pouvoir telles qu'elles sont engagées dans cette question. Et bien sûr, avec Beauvoir, on voit bien comment fonctionne ce lien entre philosophie et autobiographie, et on voit bien comment peut fonctionner aussi un certain lien entre le deuxième sexe et certains textes des mémoires. Mais j'ajouterai quand même qu'il y a ce que Geneviève Fraisse appelle un privilège de Beauvoir, qui est justement d'inaugurer une nouvelle philosophie, mais d'inaugurer une nouvelle philosophie d'une certaine manière sans le savoir vraiment. Je veux dire par là, dans le déroulé de son privilège, qui fait malgré tout que Beauvoir, c'est aussi Sartre et Beauvoir, c'est aussi un sujet philosophique qui n'a pas toujours été reconnu comme sujet philosophique de son vivant et qui est devenu après vraiment une philosophe. C'est ce que j'appelle le privilège de Simone de Beauvoir. Donc en tout cas, ça veut dire qu'avec Beauvoir, mais aussi avec d'autres textes et avec cette question du sujet sexué, eh bien, on inaugure peut-être une certaine manière de faire de la philosophie. Une manière de faire de la philosophie, j'ai envie de dire, sans son arrogance, parce qu'il y a une arrogance de toute façon de la philosophie, qui est toujours le passage du nœud, du je au nous. Mais si on donne à la philosophie une dimension autobiographique, ou si on donne à la philosophie la possibilité de repartir des expériences vécues telles qu'elles sont habitées par des rapports savoir-pouvoir, je crois qu'on lui enlève une partie de son arrogance.
et que donc, d'une certaine manière, on déploie le projet d'une philosophie existentialiste plutôt que structuraliste, ou en d'autres termes, on déploie le projet d'une philosophie assez conforme à une certaine tradition contemporaine anglo-américaine, et je pense à ce titre à un texte de Stanley Cavell qui s'intitule « Un ton en philosophie » et qui défend précisément la dimension autobiographique de la philosophie comme étant une façon de mettre à mal l'arrogance surplombante de la philosophie. Ce qui revient à dire que la philosophie, à partir, à mon sens, de l'établissement de ce régime de vérité à travers le sujet sexué, eh bien, peut considérer un nouveau nous, et je dirais aussi de nouveaux mots. Et je terminerai là-dessus. À savoir que ce qui se joue dans ce régime de vérité et dans le fait que la philosophie s'ouvre au sujet sexué, c'est la possibilité de nouveaux mots qui deviennent de nouveaux concepts. Et là-dessus, j'aimerais conclure avec l'Argentine, parce que je crois qu'il est assez intéressant aujourd'hui de parler de l'Argentine et avec ce qui lui arrive depuis quelque temps. Et je pense en particulier aux mouvements féministes argentins tels qu'ils se sont déployés ces dernières années à partir de Ni Una Menos, pas une de moins. Et donc Ni Una Menos ne désigne pas seulement le nom du mouvement féministe argentin depuis 2015, mais désigne aussi une véritable mobilisation contre ce qu'on pourrait appeler les crimes de genre, c'est-à-dire les féminicides. Le slogan est « Nous voulons rester vivantes » et il fut maintes fois réitéré lors des mobilisations massives de juin 2015. L'usage du terme de féminicide, si important dans le féminisme contemporain, est extrêmement récent. Il désigne expressément un contre-pouvoir des femmes, un geste politique pour éradiquer une souveraineté masculine criminelle dont le point d'acmé est sans doute l'indifférence des États face à ces morts. Et là-dessus, il y a un travail remarquable de Rita Segato sur la guerre aux femmes. Et je rappelle d'ailleurs qu'une femme meurt ainsi toutes les 30 heures en Argentine. Donc, réfléchir à l'invention du terme de féminicide, c'est s'employer à comprendre ce qu'il fait surgir avec lui. Les mots ne renvoient pas à des choses qui les attendent pour être pensées et désignées. Et toute la question est alors non pas de savoir à quelle chose renvoient les mots, mais comment certains mots finissent par produire un état de choses et finissent par produire des concepts qui établissent un régime de vérité. Et donc, j'insisterai sur le fait qu'il n'y a pas de régime de vérité sur la question du sujet sexué si on n'insiste pas sur l'importance de nommer pour faire exister. Et le terme de féminicide est totalement révélateur précisément de cette entreprise de nomination qui fait justement que par la nomination, on peut appréhender autrement le juste et l'injuste, déplacer les frontières de l'injustice et poser précisément les linéaments d'une nouvelle philosophie politique. Donc, j'ajouterai que
le surgissement de la catégorie de féminicide, loin d'aller de soi, loin d'entériner un état de fait, participe d'une nouvelle philosophie politique qui rend visible un assassinat par le fait même de nommer un type de réalité, jusque-là soustrait au jugement, en raison même de l'absence de mots pour le faire exister, et aussi en raison de tout un ensemble de conditions sociales et politiques marquées par l'expérience de la domination. Bien évidemment, ce terme de féminicide ne se trouve pas du tout dans les textes de Beauvoir. C'est justement pour vous dire comment ce régime de vérité, qui selon moi a quand même été largement établi avec le deuxième sexe, texte qui fit quand même scandale en 1949, eh bien comment ce régime de vérité est toujours en train de s'établir à partir aussi des luttes féministes et de tout ce qui est produit précisément sur l'oppression des femmes. Je conclurai avec le titre du livre de Manon Garcia qui vient de sortir, « Qu'est-ce que vivre avec les hommes ?» Je crois que c'est ce que pose aussi cette question de l'analyse des catégories du masculin et du féminin. Comment vivre avec les hommes, ce serait aussi exister. Et pour exister, eh bien, ne faut-il pas apprendre à désaimer les hommes pour ne plus les aimer ou pour les aimer à nouveau, selon les types de sexualité. Et donc je terminerai là-dessus. Qu'est-ce que vivre avec les hommes ? Je vous remercie.